Et bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième table ronde de la journée. Vous êtes déjà 550 sur Twitch à nous regarder, merci à tous. Et n'hésitez pas au fil de l'eau à nous poser des questions, bien évidemment. Aujourd'hui, sur cette table ronde, on va parler d'un gros mot du product management, la data. Et pour ce faire, j'ai une belle brochette d'invités, d'habitués, de fidèles de l'émission, à qui je vais demander de se représenter parce que des gens se sont probablement connectés pour nous regarder. Je montre l'exemple. Donc moi, c'est Rémi Duflo, Head of Product People chez Weevoo et co-animateur de ce Choc des Titans, deuxième édition. Romaïssa ? Je peux commencer. Alors moi, c'est Romaïssa Sherbal, je suis directrice produit chez Le Bon Coin. Je pense que je n'ai pas trop besoin de présenter Le Bon Coin, mais je vais le faire quand même. Alors Le Bon Coin, c'est une marketplace française de seconde main. Vous pouvez y trouver un ballon, une robe, un appartement, un emploi, tout ce qu'il faut. Et je suis ravie d'être là pour parler de data parce qu'on a beaucoup de data chez Le Bon Coin. Benoît, CPO chez Luni. Donc Luni, c'est une entreprise qui met l'imaginaire au centre du développement de l'enfant avec un produit phare qui s'appelle la Fabrique à Histoire qui rend l'enfant finalement acteur de son histoire. Et voilà, je suis très content d'être là. Et Anso ? Oui, moi c'est Anso, je suis VP Product chez France Télévisions. Pareil, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de présenter France Télé. Parce que c'est déjà. Donc oui, pour nos auditeurs, on a trois grands habitués de nos plateaux. Romaïssa nous racontait qu'elle collectionne les goodies Weevoo depuis l'histoire. Benoît, qu'on n'a même pas changé de chaise entre deux tables rondes. Voilà, des habitués. Je ne bouge pas, moi. On est très fiers et très contents d'avoir. Donc aujourd'hui, on est là pour parler data. On a une petite demi-heure. Et forcément, la question que j'ai envie de vous poser, en premier, c'est quand est-ce que dans vos entreprises, on a vraiment commencé à parler de data en tant que data ? Excellente question. Je commence. Qui veut se lancer ? Alors, si on reprend le point du Bon Coin, le Bon Coin, c'est un carrefour. Aujourd'hui, on a 30 millions de visiteurs, visiteuses uniques. Donc, la data, c'est vraiment, ça fait partie du challenge du Bon Coin, avec challenge volume, challenge de quel KPI on regarde, comment on les fait évoluer, comment on les stocke. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je pense qu'on en parle vraiment, on en a toujours parlé. En tout cas, moi, ça fait 3 ans que j'y suis et ça fait 3 ans que la data est au cœur de notre stratégie. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus un produit data-centrique, data-driven, à la fois pour construire notre compréhension de nos utilisateurs et de nos utilisatrices, mais également pour construire le produit, parce qu'on aime beaucoup travailler sur les algorithmes, l'IA, et comment mieux personnaliser l'expérience. Donc aujourd'hui, clairement, c'est au cœur du réacteur. Benoît, alors moi, ça fait 10 ans, une dizaine d'années que j'entends parler de data dans les startups digitales, on va dire. Et je pense que j'ai commencé à en entendre parler quand les gens se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une valeur dans ces datas et qu'elle était inexploitée. Et ça, les entreprises, généralement, elles n'aiment pas. Elles aiment bien exploiter toutes les valeurs qui sont à leur disposition. Et d'autant plus quand on fait du développement digital, c'est cœur pour faire des meilleurs produits et c'est cœur aussi pour proposer une meilleure expérience. J'ai aussi travaillé chez Deezer. Sans la data, on ne fait pas d'algorithme de recommandation et il y a probablement une bonne partie des usages qui disparaît. Ouais, nous aussi chez France Télé, c'est historique, on regarde les chiffres depuis très longtemps. Tous les matins, on regarde l'audimat. Voilà, l'audimat, la part d'audience. Donc c'est très historique. En revanche, et je rejoins ce que dit Benoît, c'est la valeur et l'exploitation de cette donnée sur lesquelles on n'a pas été bon. Et le grand tournant, ça a été il y a 2 ans à peu près, quand on a vraiment créé une direction data en lui donnant un objectif clair. Et c'est là où finalement on a commencé à se dire, tiens, c'est important pour l'entreprise, il faut se donner les moyens d'y arriver. Ah, effectivement, ça fait une super transition parce que ce qu'on entend souvent, c'est que la data, on en fait tous plus ou moins, mais c'est compliqué. C'est compliqué de commencer, c'est compliqué de structurer ça. Et du coup, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous recommanderiez pour bien structurer cette activité, bien mettre ça au cœur d'une entreprise ? Alors nous chez France Télé, la première chose qu'on a faite en fait c'est une cartographie. C'est déjà de voir un peu où est-ce qu'on a de la data, où est-ce qu'elle est plus ou moins exploitée, ou où est-ce que c'est plutôt une boîte noire et on ne sait pas qui s'en occupe, etc. Et c'est compliqué parce que c'est dans un groupe comme France Télé, on est 9000 collaborateurs et donc cette cartographie était très dure à mettre en place. Et encore plus parce qu'on a beaucoup de legacy, pareil, dans les grands groupes il y a beaucoup de legacy, donc très difficile aussi de voir quels outils sont utilisés. Donc la première chose qu'on a faite en tout cas, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais chez France Télé, la première chose c'est la cartographie.
Moi, j'ai envie de faire une double réponse. Effectivement, j'ai connu des grosses entreprises comme Deezer, qui, un peu comme vous, manient beaucoup de data, dans lequel il y a eu une création de direction data pour porter ces sujets-là au plus haut niveau, qui est reporté au CEO. Donc, ça devient un enjeu stratégique. Comme c'est un enjeu stratégique, ça reporte directement au CEO, et donc il y a la mise en place de ressources, et ça devient un projet prioritaire pour tout le monde. Mais ça, c'est le cas des gros groupes. Je pense qu'il y a plein de product managers aujourd'hui qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément dans des grosses entreprises. Et c'est pas parce qu'on n'a pas une direction data, c'est pas parce qu'on n'a pas de data engineer ou data analyst qu'on peut pas se lancer sur la data. Il y a plein aujourd'hui, soit d'outils, soit même de points de mesure possibles. Et c'est une gymnastique qu'on doit adopter, même si on n'a pas forcément les moyens humains ou les moyens qu'on a dans nos entreprises. Moi, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je rejoins ces deux points de vue. En fait, c'est vrai que dans les grandes entreprises par lesquelles je suis passée, que ce soit Mythique ou Le Bon Coin, on a la capacité d'avoir des directions data qui sont staffées, qui sont bien organisées et qui ont des moyens à la fois tech et une culture produit pour faire avancer le sujet. En revanche, il y a aussi un deuxième pan qui est la data, ça ne se cantonne pas à un service et à une équipe. C'est un truc qui doit être insufflé à l'intégralité de l'organisation si on veut que ça marche. Parce on participe tous à la data, que ça soit au moment de construire les produits, comment on intègre le tracking, qui est un très beau sujet, qui est le point de départ de l'intégralité de la data, comment on intègre même en conception produit, en discovery, quels sont les KPI que je veux faire bouger. Donc ça doit faire partie en fait de la réflexion globale. En fait, c'est un peu comme, pour moi la data, c'est un peu comme la vision client. C'est pas uniquement le service client qui est honneur de la vision client, ça doit être insufflé à l'intégralité des personnes qui travaillent. Partagées Exactement. Et qui se travaillent. Et je pense que c'est ça, enfin, on le voit, hein, quand c'est organisé et quand tout le monde s'approprie ce sujet-là, ça fonctionne beaucoup mieux. Et il y a un élément qui est très intéressant dans ce qu'a dit Romaïssa. Ça m'est déjà arrivé dans ma carrière d'avoir un product manager qui m'a dit on n'a pas le temps, la feature, ça va être dur de la sortir, du coup j'ai enlevé le tracking du MVP. Non, en fait. Malheureusement ça ou l'accessibilité généralement. Voilà. En fait non, terrible. on fait sauter aucun des deux et puis on est en retard, c'est pas grave. Mais on ne lance pas une feature sans avoir pensé à comment on mesure la performance de cette feature. Et vous avez évoqué un truc très intéressant, c'est des aspects organisation. Tu as parlé de direction data qui se sont créées. On voit parfois des modèles où il y a une direction data un peu indépendante, directement rattachée au CEO. On a parfois des directions data qui sont dans les équipes produits. Et on a parfois même des entreprises où toutes les squads, toutes les équipes produits ont un data analyst, pas forcément à 100%, mais quelqu'un d'attitré. C'est quoi vos retours d'expérience là-dessus? Est-ce qu'il y a un modèle qui marche mieux que les autres? Alors nous, on a testé beaucoup de choses. Justement, c'est intéressant de comparer. En fait, quand je suis arrivée, la data était une équipe à part. Aujourd'hui, elle fait partie de ce qu'on appelle PNT, donc Product Tech et Data. Okay. Donc PNT ND, si on veut être hyper exhaustif. Et on a des équipes en centrale, donc qui sont en charge à la fois d'avoir une expérience technique globale, en fait, parce que si on dispatche ça dans les équipes, il n'y a plus de suivi. Et aussi, on a des équipes qui sont dédiées au tribe pour aider les product managers, les product owners, les devs, et apporter cette culture produit. Mon avis a beaucoup évolué sur la question. Chez Mythique, on avait une équipe qui était hyper centralisée. Moi, je trouvais ça génial parce qu'on était garants. Enfin, ils étaient garants de la data. On avait des dashboards de dingue. Enfin, et on était capable de tout suivre. Et moi, j'adorais arriver le matin et ouvrir tous mes dashboards. J'étais comme une dingue. Et chez le Bon Coin, on a cette double culture où on est aussi honneur de OK, j'ai besoin de faire un dashboard, j'ai les moyens de le faire via un outil. Et je trouve que ça responsabilise et on gagne en autonomie aussi. Et ça nous force à prendre en main cette culture data et pas juste attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Donc c'est encore un cran plus loin où chacun devient responsable de sa data et a les outils et les moyens de le faire. Ouais. Ça, c'est la partie sympa. Après, ça demande en fait une prise en main hyper importante. Ça demande du temps parce que ça retombe souvent sur les product managers. Donc, c'est aussi, faut vraiment trouver un juste équilibre. Mais l'avantage, c'est qu'on teste pas mal de modèles et ça nous permet d'itérer, tout comme on le fait sur un produit. Mona, vous avez testé d'autres modèles Non, on a à peu près le même modèle, mais on n'a pas la même maturité. Chez France Télé, c'est intéressant ce que tu disais sur le tracking, parce qu'en gros, nous, on a des data analysts qui sont intégrés dans les équipes, mais en les intégrant, en fait, on a déporté la responsabilité
des plans de marquage sur ces personnes-là. Donc en gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos PM, pas tous, se disent bah, tiens, on a quelqu'un d'expert, donc en fait, voilà nos besoins, maintenant c'est à toi de faire le plan de marquage, et puis nous on l'intègre, et puis voilà. Et en fait, ça pose plein de problématiques, justement, puisque du coup, en fait, c'est le PM qui a vraiment la connaissance de son produit, donc aussi il doit savoir comment traquer son propre produit. Et donc, on est en train de changer cette culture-là, justement, de donner beaucoup plus de responsabilité à nos PM sur la data. Ok. Benoît, tu voulais... Oui, alors personnellement, moi je suis un militant de la data avec le produit. Quand on fait un produit digital, la data doit être au service de la conception digitale et de la compréhension de ce que font les utilisateurs. Donc je trouve toujours ça bien. Je trouve aussi très bien d'avoir des data analysts dans les tribes ou dans les squads en fonction de la taille. Pourquoi ? C'est qu'en fait, le problème qu'amène la data démocratie, ce que tu décris, Romaïssa, c'est l'utilisation parfois de vanity metrics, ou des métriques qui ne sont pas bonnes, un manque de prospective et un manque de compréhension de ce que c'est que la data. Parce qu'en réalité, c'est un monde qui est complexe. Et donc d'avoir un data analyst qui met un coup de tampon en disant effectivement ça marche ou ça marche pas, je ne veux pas être manichéen, mais voilà, qui met le coup de tampon, c'est toujours mieux qu'un product manager qui dit si, regarde, ça marche bien. Et donc vous avez tous les deux évoqué le côté très opérationnel du plan de marquage, du tracking. C'est des vraies problématiques pour les équipes parce que c'est un savoir-faire. Du coup, comment est-ce qu'on fait monter en compétence des équipes produits là-dessus ? Le fait qu'on ait justement quelqu'un qui soit dédié, qui soit expert, ça aide. Après, vous aurez des appétences. Il y a des product managers qui sont hyper appétents à ça. Du coup, on crée... Enfin, il y a des guildes tech, il y a des guildes de product managers. Ça permet de faire du partage d'expérience. Encore une fois, ça, c'est vraiment la version simple. Au quotidien, on le sait tous, le tracking, c'est difficile, notamment la recette du tracking, donc on l'a tous vécu, mais on essaye vraiment de donner les moyens à tout le monde parce que en fait, si je reprends juste l'envergure du Bon Coin, si on a 52 feature team, il y en a toujours une qui pop, donc je ne sais plus si j'ai le chiffre à jour. On vérifiera pas. Voilà, c'est se dire, en fait, on ne peut pas avoir une personne attitrée pour faire l'intégralité du tracking. Il faut vraiment parce que sinon en fait on sort plus rien, on attend que tout soit tracking. Et inversement, je repensais à ce qu'on s'était dit en préparation de cette table ronde. Parfois on traque trop de choses et à la fin on est là, ok, j'ai réussi à sortir un KPI. Donc il y a aussi cette logique que je vois de plus en plus émerger, c'est comment on arrive à faire un MVP de tracking pour avoir le KPI au lieu d'aller vraiment sur un tracking hyper bout en bout sur toute l'intégralité du produit alors qu'on n'aura pas besoin de tous ces KPI là. Et ça, culturellement, c'est un vrai switch parce que quand vous demandez à quelqu'un de la data, ok, est-ce que je peux réduire le tracking, il va dire non mais c'est pas possible, on va faire on va tout casser. Donc c'est comment aussi on revient à cette logique itérative aussi sur des problématiques de tracking. Et focus sur de la valeur. Exactement. Ouais, mais justement, nous, nous, on fait beaucoup d'apprentissage par l'erreur. Donc, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que la première fois, c'est ce que disait Benoît, c'est qu'on sort quelque chose, déjà, on ne sait même pas ce qu'on veut, quel est l'impact qu'on veut faire. Donc, ça, on apprend à se dire, en fait, avant de sortir, quel est l'impact qu'on va rechercher. Donc, on sort quelque chose, puis après, on se dit, mais en fait, je ne sais pas le traquer. Donc, du coup, on se repose les questions de comment on le traque. Et puis après, je sais le traquer, mais je ne sais pas le resetter. Donc, et en fait, effectivement, ça prend du temps. C'est vraiment un changement de culture, mais en fait, c'est comme ça qu'on apprend le mieux versus des formations de tiens, voilà, c'est quoi la data et comment tu apprends théoriquement. Et en fait, le côté pratique est nécessaire, effectivement. Et on apprend tous en se plantant sur ces sujets-là. Le plan de tracking, c'est un peu le marronnier du product management versus tech. Quand on arrive dans une boîte, on regarde le plan de tracking et généralement on fait les gros yeux en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Ça fait peur à beaucoup de gens parce que généralement c'est très long, très compliqué. Et je pense qu'il faut remettre juste un peu de bon sens aussi parfois. C'est exactement ce que tu dis, Romaïssa, c'est-à-dire je veux lancer une feature, comment je vais mesurer son succès ou son échec, et je ne suis pas obligé d'avoir 100 points de data, peut-être que 2 suffisent en fait. Et donc est-ce que je peux mettre en place ces 2 points en MVPisant cette approche-là avant d'avoir toutes les datas du monde? Et on était juste avant dans une table ronde sur Green Tech ou l'éco-responsabilité, c'est pareil, il ne faut pas tout traquer, parce que tout traquer, ça veut dire envoyer des millions de points de data dans le cloud qu'on ne regardera jamais. Donc il faut aussi faire des travaux de simplification. Si on a un Excel que personne ne comprend, avec le plan de traquage, eh bien peut-être qu'il faut juste le simplifier.
Ça fait d'ailleurs le lien avec le petit segment que vous n'avez probablement pas dû voir parce qu'il est passé entre les deux tables rondes, mais Jean intervenait sur la notion de North Star métrique, qui est clairement cette idée d'avoir un objectif phare commun partagé par tous. Est-ce que c'est des choses que vous avez mis en place chez vous? Est-ce que vous pouvez donner un exemple de North Star métrique si vous en avez sur un produit ou une feature? Alors, nous, on travaille beaucoup sur cette logique d'OKR, on itère. En fait, chacune des équipes a vraiment son KPI phare qu'elle doit faire bouger. Tu as des exemples de KPI phares justement? Tu peux avoir un taux de contact, par exemple, sur le site pour certaines équipes. Tu vas avoir de l'average revenu par user à l'échelle de l'organisation. Là, on n'est plus uniquement sur de la FT, mais c'est un ensemble de FT qui vont travailler dessus. Là, on introduit de plus en plus la logique de stickiness, qui est importante, parce qu'on switch aussi d'un modèle qui était très audience à un modèle qui est plus marketplace. Donc, forcément, nos KPI vont devoir aussi se réadapter à notre produit et à la façon dont on a fait évoluer notre produit. Donc en fonction, en fait, nous, notre logique, c'est de se dire, les feature teams ont chacune des KPI à faire bouger. Moi, j'aime bien la notion de KPI offensif et KPI défensif, parce que parfois, on peut faire bouger un KPI très fortement, mais en fait, dégrader complètement. Souvent, l'impact service client est énorme quand on n'y pense pas. Si on veut aller faire un MVP très rapidement, on ne pense pas à nos collègues derrière du service client et on se retrouve avec un impact énorme et en fait un ROI négatif parce que peut-être qu'on a gagné un peu d'argent, mais en fait on en a dépensé beaucoup si on le regarde sous la vision monétaire. Et si on le regarde sous la vision humaine, en fait on ne peut pas laisser nos collègues en galère. Donc c'est vraiment les exemples de KPI qui me viennent en tête. On travaille aussi beaucoup sur des KPI autour de la fraude et quels sont les différents impacts de repenser en fait les produits avec cette logique, cet angle fraude de est-ce que je crée pas une feature qui sera un point d'entrée et quel KPI ça pourrait impacter. Vous sortez du champ classique des taux de conversion, de ça, vous essayez d'aller plus loin. Tu parlais de la RSE, tu parles de la sécurité, exactement. La qualité, il y a plein d'axes comme Totalement. ça. Anso, vous voulez réagir? Des exemples il y a plein d'exemples connus, le nombre de nuitées chez Airbnb ou le nombre de vues chez YouTube. Alors, je sais pas, je suppose que le nombre de vues chez vous, ça doit être aussi important sur les plateformes. Les vidéos vues, en l'occurrence. Digitales. Nous, quand j'étais chez Deezer, on regardait. On n'avait pas de North Star métrique, mais on regardait beaucoup les comportements d'écoute. Si chez l'Uni, j'allais en donner une, mais je suis encore trop jeune dans l'entreprise pour le faire en conscience, ça serait la consommation d'histoire par les enfants. Ouais. Et c'est intéressant côté France Télévisions, parce qu'on pendant longtemps on parlait d'audimat, qui était un nombre d'auditeurs. On voit que sur des plateformes comme Netflix, maintenant c'est plutôt le temps de visionnage qui est important. Chez vous, il y a eu ce twist aussi côté... Non, on a gardé en fait. Alors nous, en tant que du coup de service public, on doit l'enjeu premier, c'est le reach. Donc c'est le nombre de Françaises et Français que tu touches. Et donc en fait, on a nos KPI macro qui permettent justement un peu de faire ça. Et après, donc ça c'est plutôt sur le portfolio transverse, qu'on a plein de produits chez France Télé, donc on a les mêmes KPI pour tout le monde. Et puis après, au sein de chaque produit, on a des KPI qui sont plutôt spécifiques en fonction du contexte et de la nature du produit. Et donc on a par exemple les grands, on n'a pas de North Star métrique, mais on a des KPI macro qu'on suit, donc les visites, les vidéos vues. Le chiffre d'affaires aussi, parce qu'on est un service gratuit, mais pour être gratuit, il faut faire de l'argent. Donc du coup, il faut qu'on le suive. Et les visiteurs uniques, justement, avec tous les biais que ça peut comporter. Parce qu'il y a beaucoup de biais. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui ça justement, parce qu'on ne cherche pas à avoir les KPI idéaux. Et du coup, question qui n'était pas prévue, mais France Télévisions, plus de publicité aujourd'hui, donc les revenus. C'est quoi les revenus de France Télévisions aujourd'hui? C'est justement, alors c'est un modèle de financement mixte. Alors c'est tout nouveau puisque on vient d'annoncer la suppression de la redevance. Donc je vais parler de l'ancien modèle parce que je ne sais pas quel sera le prochain modèle, mais c'était la redevance et la publicité. Et donc on a en fait notre CA, c'est à la fois du coup, on met pas la redevance dedans parce que c'est très spécifique, mais il y a les recettes de distribution du coup de nos offres et du coup les recettes publicitaires. D'accord. Question du chat qui est tombée entre-temps. Question de Fathen, je ne sais pas comment ça se prononce. Pour les novices, comment savoir quoi traquer et quel KPI il faut avoir sur notre produit? Est-ce qu'il y a des formations pour les novices?
C'est une question ardue. C'est une question. Sur la deuxième partie, sur les formations, oui, il y en a. Oui. Ça, je pense qu'on peut Alors, être... il y a forcément des formations, mais il y a aussi beaucoup de contenu accessible sur Internet. Hein. On pourrait partager des liens, mais j'ai notamment des infographies qui résument les métriques des produits digitaux, qui sont toujours un peu les mêmes. Et moi, souvent, ce que j'incite les product managers à faire, c'est d'utiliser des métriques qui sont plutôt standards dans nos marchés. Je pense au Daily Active User, au Monthly Active User, tu le parlais, la stickiness, l'acquisition, la rétention, le churn. Essayer de standardiser au maximum les KPI pour avoir des KPI standards aux produits digitaux. Mais tout ça est quand même très bien documenté. Donc il y a des formations, mais je crois beaucoup à l'auto-formation sur ces choses-là. Ouais. Je pense que les tutos de Google, typiquement sur Google Analytics, sont un modèle, je trouve, d'exemplarité. Je crois que c'est 2 modules d'1h30 et c'est pour prendre en main l'outil, c'est simpliste. On passe tous par Google Analytics à un moment dans sa carrière, même s'il y a de plus en plus d'outils. Et d'ailleurs, ça fait une bonne transition. C'est quoi vos outils phares sur la data aujourd'hui dans vos entreprises? Alors, nous, on utilise Tableau et Piano, anciennement AT Internet, qui sont des outils à notre dimension. Donc, ça, c'est hyper important. Après, clairement, au quotidien, on peut se retrouver avec un fichier Google Sheet et des datas dessus. Donc, faut pas non plus En fait, l'outil est là pour aider. C'est pas uniquement c'est uniquement un outil. C'est pas une fin en soi. C'est un peu ce qu'on dit. Et je reviens juste sur la question précédente sur comment je définis un KPI. Parce que, quand j'ai les échanges avec mes équipes, ma question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire bouger? Et là, du coup, c'est OK, on veut faire bouger ça. Et ça, comment on peut le retraduire en KPI? Et c'est vraiment partir plus, un peu, ne plus parler de feature, parler de besoin. Ça, c'est ce qu'on fait en produit. Là, c'est plus parler de KPI, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que ça permet de mesurer une finalité et pas juste avoir. Sinon, on se retrouve avec beaucoup de vanity metrics. Et OK, avec ma fille. Moi, ce que j'adore regarder, c'est OK. Est-ce que du coup, moi, j'aimerais. Parfois, on me dit, moi, j'aimerais augmenter le nombre de visites. OK. Est-ce que vraiment, avec cette feature, tu vas pouvoir agir sur l'acquisition? Est-ce que tu peux m'expliquer le cheminement? Et là, du coup, on commence à remonter un peu. OK, mon taux de conversion, en fait, il dépend de ça, puis de ça, puis de ça. Ah ouais, mais avant que j'impacte ça, en fait, il va me falloir beaucoup d'actions. OK, donc on va déjà commencer à impacter peut-être le taux de rebond, et après, on travaillera sur les autres éléments. Mais c'est vraiment la question à se poser. Faut pas voir les chiffres comme des ennemis, parce faut se dire, OK, un chiffre répond à un objectif, et l'objectif, c'est qu'est-ce que je veux faire bouger et qu'est-ce que je veux pas casser. Moi, souvent, c'est les 2 questions que je pose quand on me dit, voilà, quelle data je prends, c'est OK, qu'est-ce que tu veux faire bouger, qu'est-ce que tu veux maintenir. Quelqu'un veut réagir? Pour moi, peu importe la stack technique, finalement, il y a plein d'outils sur le marché. Si vous avez les moyens, je vous incite à aller vers des outils qui sont aujourd'hui dédiés au product management. Je ne sais pas si je peux les citer, mais enfin, il y a aujourd'hui des outils on a déjà cité. Des outils comme Amplitude, par exemple, sont vraiment faits pour les product managers et donc beaucoup plus digestes que un produit comme Google Analytics, qui est quand même très technique. Pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 2 types de data. Enfin, il y en a plus, mais il y en a 2 qui sont importantes. Les outils les data de business, vraiment de BI. Donc, c'est vraiment mon chiffre d'affaires et ce genre de data. Et il y a les data comportementales qui sont importantes à regarder quand on est product manager. Donc, c'est comment je passe d'un bouton A à un bouton B, et quelles sont les actions que je fais sur une page. Donc, il faut ces 2 types d'outils. Et aujourd'hui, il y a plein de choses gratuites qui existent pour avoir une compréhension des 2. Et sur le comportemental, vous utilisez quoi, vous, par exemple? Aujourd'hui, on utilise Google Analytics. Mais si les gens d'Amplitude me voient, on peut se parler. On coupera au montage. Il n'y arrivera pas, mais... Non, mais il y a d'autres services, d'ailleurs, effectivement. Je veux dire, même quand on n'a pas les moyens, les premiers tiers de Google Analytics sont gratuits. Il y a des outils comme Hotjar, il y a des outils comme Content Square aussi, quand on a des moyens. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et pour toutes les tailles d'entreprise. Mais c'est vrai que on en avait parlé en préparation également, c'est que nous, là, on se parle de KPI, de Piano, d'AT, tout ça, mais la data comportementale doit être absolument l'allié de tous ces KPI-là, en fait. Sinon... si on n'a pas notre user, en fait, c'est vraiment un des sujets. Good luck. C'est faire le pont et surtout le product manager a
vision globale et il doit vraiment avoir, OK, qu'est-ce qui se passe sur mon Hotjar, qu'est-ce qui se passe dans mes KPI, qu'est-ce que j'observe en fait quand je fais un test en prod ou quand quand j'ai de la chance d'avoir un produit B2C que je peux utiliser et croiser des vrais utilisateurs, qu'est-ce qui se passe, et vraiment avoir ce user flow là pour pas être. Moi, j'ai beaucoup évolué sur ce point. Je suis hyper pragmatique. Un chiffre est un chiffre, mais vraiment réintégrer toutes ces variables-là aussi, parce que sinon, on ne prend pas la bonne décision. Ça, c'est un point hyper important. On avait discuté en prépa et que j'aime beaucoup. C'est ce que j'appelle moi la règle des 3 tiers. C'est pour faire un bon produit, il faut à peu près un tiers de data, un tiers de compréhension de ce que fait l'utilisateur, parler aux gens. Qui passe par la data. Qui passe par la data et l'expertise. Et je me souviens très bien d'un meet-up que Romaïssa avait animé quand tu étais encore chez Meetup, où tu mettais bien en avant la force de l'expertise et pourquoi, quand une année on a un problème et qu'on comprend pourquoi la deuxième année, quand on regarde ces data, on sait exactement pourquoi on a un drop de data quelque part. Et donc, je le dis aussi aux product managers juniors qui nous écoutent, on ne sait pas tout en 6 mois. Il faut aussi passer du temps sur son produit. C'est pour ça que le product manager, c'est plutôt un job où normalement il faut rester à son poste, sur son scope, attentif. Pour accumuler de l'expérience. Pour accumuler de l'expérience autour d'un scope. Et donc ces 3 choses sont très importantes. Si on n'est que data, on va rater cet aspect utilisateur qui vont nous dire « Ah bah ouais, mais ça marche bien ta data, mais moi je suis hyper frustré par ton process. » Si on n'est que utilisateur, eh ben, on va rater des choses. Et ensuite, si on ne construit pas son expertise, on va aussi rater des choses. Toi, tu veux rajouter quelque chose? Oui, on a peut-être partagé ça chez France Télé, on a le réflexe de l'outil. C'est en gros, notre outil c'est pas faire ça, donc on va en prendre un autre. Ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire, parce qu'après c'est l'enfer. Jamais arrivé. Avec pour recentraliser les données, les fiabiliser, etc. Donc voilà, si j'ai un conseil, effectivement, mais peut-être que c'est un biais parce qu'on a les moyens, et donc du coup c'est aussi pour ça qu'on le fait, mais essayer d'avoir le moins d'outils possible, en tout cas pour démarrer. Parce que sinon, en fait, on part dans des trucs... Et choisir l'outil en fonction de ce qu'on veut faire, parce qu'il y a souvent ce ratage aussi qui existe, où on définit un outil avant de savoir ce qu'on veut faire. Question du chat qui est tombée. Est-ce qu'il faut intégrer du tracking quand on est en phase de problème ou solution fit, ou est-ce plus judicieux en phase de product market fit? Moi, j'aurais tendance à l'intégrer aussi dès les premières étapes. En fait, on a besoin de data pour continuer à avancer. Dès le début? Oui. Pour valider les hypothèses? Exactement. Dès le début, sans data, on est aveugle. Je vois pas comment on peut valider quoi que ce soit si on n'a pas mis des points de mesure. Ouais, tout pareil. Pareil. Voilà, c'est beau, c'est unanime. L'alignement total. Et juste la data, si on n'a pas les capacités de traquer, ça peut être juste un survey avant-après. Ça reste de la data en fait. On a tendance à voir tout de suite le côté très automatisation, outillage, industrialisation, alors qu'en fait ça peut rester un peu manuel, j'ai envie de dire. Il faut le redire, je ne veux pas parler comme Orelsan, mais dire j'ai pas l'outil, on n'a pas besoin de se victimiser, il y a toujours moyen de traquer ce qu'on fait, toujours. Il nous reste 2 minutes, j'ai une question très rapide à vous poser. Est-ce que vous avez un tips, une bonne pratique autour de la data que vous trouvez particulièrement pertinente et qui a changé la manière de travailler et d'approcher la data? Benoît, moi j'en ai un. Tous les matins, il faut se créer une routine. C'est exactement ce que tu disais, Romaïssa. Pour moi, si tous les matins, on ne va pas voir ce que disent les utilisateurs. Alors, nous, on fait des applications B2C, donc on peut aller voir sur les stores ce que disent les utilisateurs, la data, et de mon point de vue aussi, lire un article pour se former un petit peu. On ne fait pas bien son travail. On est dans un métier qui bouge. On est aussi dans un métier où moi, ce que je déteste en tant que CPO, c'est quand il y a un boss quelque part, du COMEX ou le CEO qui vient me voir en disant « Tu es au courant de ce problème-là ?» S'il est au courant avant moi, et si moi je suis au courant avant le product manager qui a un problème sur son scope, c'est pas bon non plus. Il faut être au courant de ce qui se passe. Donc pour ça, product routine, data, ritualiser la data dans user, article, tous les matins. Ok. Santo, Maïssa, mon tips, je l'ai déjà mentionné avant, c'est quand on construit son produit, c'est vraiment penser en termes de qu'est-ce que je cherche à faire. L'impact, plus qu'est-ce que je cherche à faire bouger, qu'est-ce que je cherche à protéger. Et penser vraiment avec ces 2 versions-là et pas juste qu'est-ce que je cherche à faire bouger, c'est des erreurs que j'ai pu faire. Du coup, on fait bouger certains KPI, par contre, on ne voit pas tout ce qu'on casse derrière.
Donc rituel, impact, Ouais. Anso, pour finir. Alors, je suis déjà tout à fait d'accord avec ces deux tips. Je pense que j'ai pas mieux, mais Pas la mauvaise. non, peut-être c'est de comprendre les métiers de la data. Donc peut-être si vous avez les moyens d'aller voir un data engineer, un data analyst, de comprendre son métier, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, ça va aussi vous aider en tant que PM à appréhender. Donc immersion auprès d'experts pour mieux comprendre. Très bon tips. Eh bien, on arrive au bout de cette table ronde. C'est passé très vite, ça a été. Ouais, très bien. Super. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On se retrouve dans 5 minutes. Enfin, les spectateurs retrouveront Marcel pour un sujet ô combien d'actualité, à savoir le métaverse. Et en attendant, nos viewers vont retrouver Raphaël Lévy et Chloé Dequin sur un petit test de produit, à savoir Scribe, que vous connaissez peut-être. Merci encore et à plus tard. Merci. Merci beaucoup. Merci.